Je m'appelle Clémence. Avant de vous dévoiler comment, d'une femme sans abri dormant sur le siège usé d'une vieille citadine, je suis devenue la propriétaire d'une demeure d'exception sur les hauteurs de la côte normande, j'aimerais vous poser une question. Avez-vous déjà senti le sol se dérober sous vos pieds, non pas par une secousse tellurique, mais par la force de quelques mots? N'hésitez pas à me dire en commentaire depuis quelle ville vous m'écoutez. Il est fascinant de voir jusqu'où voyagent les échos d'une vie. Aujourd'hui, quand je tire les rideaux de soie de mon salon et que j'écoute le tic-tac apaisant de la pendule, je revois sans cesse cette eau. Une eau sombre, boueuse, une force brute qui emportait tout sur son passage. Les souvenirs, les meubles, les espoirs. Ma maison se trouvait à la périphérie d'une petite bourgade tranquille. C'était une bâtisse sans prétention des années 70, avec un toit qui demandait sans cesse des soins et un jardin où je chérissais mes roses et mes tomates. Pour le voisinage, c'était une simple adresse. Pour moi, c'était le manuscrit de toute une existence. C'est là qu'Audrey, ma fille unique, avait grandi. Je la voyais encore courir sur l'allée, ses petites bottes en caoutchouc éclaboussant les flaques après les orages d'été, son rire si sonore que la voisine s'en plaignait parfois. Le jour de la catastrophe a commencé par un calme suspect. Les bulletins météo parlaient de précipitations intenses. Ici, on avait l'habitude des alertes sans lendemain. J'ai préparé un thé, écouté les nouvelles à la radio sur la montée du fleuve côtier. Au début, on hausse les épaules en se disant que seule la cave sera touchée. Puis, les appels des autorités se sont multipliés. Les secours ont traversé la rue avec des haut-parleurs, nous enjoignant de tout quitter. Dans la panique, j'ai cessé de réfléchir. Au lieu de sauver les documents officiels ou des vêtements, j'ai saisi les boîtes de photos. Le baptême d'Audrey, ses premiers pas, mon mariage. Je remplissais des sacs plastiques alors que l'eau commençait déjà à lécher les marches du perron. Sur le parking du supermarché local, transformé en refuge de fortune, l'ambiance était apocalyptique. Les gens pleuraient, certains s'emportaient contre les pouvoirs publics. Moi, je restais immobile dans ma voiture, regardant au loin l'endroit où ma maison disparaissait sous un linceul de pluie et de boue. C'est à ce moment précis que j'ai appelé Audrey. Elle vivait dans une grande métropole, dans un quartier moderne, avec son époux Julien. Ils travaillaient tous deux dans de prestigieux cabinets de conseil. Pour elle, la province était un costume trop étroit. « Maman, je suis en pleine réunion, sois brève », a-t-elle décroché après plusieurs tentatives. Le cliquetis des claviers en arrière-plan me parut soudainement agressif. « Audrey, c'est la tempête. La maison est perdue. Je n'ai plus d'endroit où aller. » Il y eut un silence, non pas de choc, de calcul. « Écoute, on a une échéance capitale ce soir. Julien aussi finit tard. Tu as la voiture, non? Dors dedans pour cette nuit. C'est une solution temporaire, tu comprendras qu'on ne peut pas tout gérer d'un coup. » Ces mots se sont enfoncés en moi comme des éclats de verre. « Dors dans ta voiture. » Comme si c'était un simple contretemps, et non la fin de mon monde. « Très bien, » ai-je murmuré, la gorge plus sèche que le désert. « Je ne veux pas vous déranger. On se reparle demain. » La nuit dans un habitacle n'a rien de romantique. Ce n'est pas l'odeur du propre et de la lavande, un mélange de textile humide, de poussière et de détresse. Je n'ai fermé l'œil qu'une heure ou deux, le corps ankylosé. Au matin, un secouriste a frappé à ma vitre pour vérifier si j'étais encore parmi les vivants. J'ai souri, une grimace de honte, en affirmant que je me reposais simplement. J'ai partagé un morceau de pain sec et un reste de thé tiède avant de reprendre la route vers la ville d'Audrey. L'arrivée dans leur quartier a été un choc thermique. Tout était si ordonné, si neuf, si froid. Julien m'a ouvert la porte, une tasse de café à la main, le regard fuyant. « Ah, te voilà. Entre, retire tes chaussures, on vient de faire passer le service de nettoyage. » Leur appartement ressemblait à une page de catalogue. Des canapés gris, des murs blancs, aucune trace de vie désordonnée. Audrey est sortie de la salle de bain, m'adressant un bonjour distrait comme si nous nous étions vus la veille. « Tu dormiras sur le canapé du salon », a-t-elle décrété. On n'a qu'une seule chambre d'amis et Julien l'utilise comme bureau pour ses visioconférences nocturnes. Les jours suivants, j'ai essayé de me rendre invisible. Je pliais mes couvertures avant leur réveil, je faisais la vaisselle, je m'occupais de leurs courses. J'essayais d'ignorer les soupirs d'Audrey quand je demandais si je pouvais lancer une machine. Un soir, alors que je revenais de la mairie avec un dossier sur les indemnisations,
j'ai entendu leur conversation derrière la porte de la cuisine. Si on joue bien nos cartes, l'indemnisation de sa maison nous servira d'apport pour la villa avec piscine, murmurait Julien. Elle ne s'en sortira jamais seule avec la paperasse et les banques. Je sais, a répondu ma fille. De toute façon, elle est seule. À qui d'autre léguerait elle ses biens? Autant que ça nous serve maintenant. Je suis restée figée dans le couloir, serrant mes documents contre moi. Soudain, je n'étais plus une mère dans le besoin, un moyen d'atteindre un objectif, un pion sur leur échiquier social. Ce fut le moment où une graine de détermination, froide et implacable, commença à germer en moi. Le lendemain, au lieu de me rendre à la préfecture, j'ai pris un train pour retrouver Marguerite, une ancienne amie devenue notaire à la retraite. Elle m'a accueillie dans sa petite cuisine chaleureuse. « Danusia, écoute-moi » m'a-t-elle dit après avoir examiné mes papiers. « L'indemnisation pour perte totale de ton bien est bien plus élevée que ce qu'ils imaginent. Les assurances et l'État vont verser une somme conséquente. Tu as un capital entre les mains, tu dois le protéger. Ils veulent que j'achète un bien en commun avec eux, ai-je avoué. Ne signe rien, a tranché Marguerite. Utilise leur arrogance contre eux. Laisse-les croire qu'ils contrôlent la situation pendant que nous préparons ton futur. De retour chez Audrey, j'ai commencé à jouer la comédie. Je faisais la vieille femme un peu perdue, dépassant les dates, me plaignant de la complexité des formulaires. Julien se frottait les mains, persuadé que j'allais finir par lui donner les pleins pouvoirs. « Maman, laisse-moi gérer les accès bancaires en ligne, tu vas faire une erreur », répétait-il avec une fausse sollicitude. « Oh, tu as sans doute raison, mon grand. Nous verrons cela quand les fonds seront versés. » Puis, Audrey m'a annoncé la nouvelle. Elle était enceinte. Pour un instant, mon cœur de grand-mère a vacillé. Mais elle a immédiatement utilisé cette information comme une arme. « Tu comprends, maman, l'appartement est trop petit pour un bébé. La maison sur les hauteurs est une priorité absolue pour ton petit-fils. C'est l'occasion de tout remettre à plat, de façon intelligente. » Ce mot, intelligent, signifiait dans leur bouche à notre avantage exclusif. Dossier sur les indemnisations, j'ai entendu leur conversation derrière la porte de la cuisine. Si on joue bien nos cartes, l'indemnisation de sa maison nous servira d'apport pour la villa avec piscine, murmurait Julien. Elle ne s'en sortira jamais seule avec la paperasse et les banques. Je sais, a répondu ma fille. De toute façon, elle est seule. À qui d'autre léguerait elle ses biens? Autant que ça nous serve maintenant. Je suis restée figée dans le couloir, serrant mes documents contre moi. Soudain, je n'étais plus une mère dans le besoin, un moyen d'atteindre un objectif, un pion sur leur échiquier social. Ce fut le moment où une graine de détermination, froide et implacable, commença à germer en moi. Le jour où le virement des assurances a été confirmé, j'ai ressenti un vertige. C'était une somme que je n'avais jamais manipulée. J'ai commencé à visiter des maisons en secret avec Marguerite. Je ne cherchais pas un investissement, un havre de paix. Je l'ai trouvé, une maison nichée sur une falaise, avec d'immenses baies vitrées s'ouvrant sur l'immensité de la Manche. C'était un lieu où l'on pouvait respirer, loin des mesquineries. J'ai signé l'acte de vente seul. En parallèle, Marguerite m'a aidé à rédiger mon testament. J'ai légué la maison à mon futur petit-enfant, avec des conditions draconiennes. J'en conserve l'usufruit total et exclusif jusqu'à mon dernier souffle, et aucun de ses parents ne pourra jamais hypothéquer le bien ou m'en expulser. C'était ma réponse silencieuse à la nuit passée dans ma voiture. Le soir, Audrey et Julien m'ont montré des plans de rénovation pour une maison qu'ils croyaient déjà à eux. On a trouvé l'entreprise pour les travaux, a annoncé Julien. On signe les papiers demain. J'ai déjà trouvé quelque chose, ai-je répondu avec un sourire énigmatique. Une surprise pour nous tous. Ils ont jubilé, pensant que j'avais enfin cédé. Le samedi du grand déménagement est arrivé. Un énorme camion de transport attendait dans l'allée de ma nouvelle demeure. Audrey et Julien sont arrivés dans leur voiture de luxe, rayonnant de cette arrogance des vainqueurs. Julien s'est avancé vers la porte d'entrée, une clé à la main, celle que je lui avais confiée quelques jours plus tôt pour préparer l'arrivée des meubles. Il a inséré la clé dans la serrure. Il a tourné. Rien. Il a réessayé, plus fort. Le mécanisme restait de marbre. « Maman, il y a un souci avec la serrure. Elle est bloquée. » a-t-il crié par-dessus son épaule.
Je suis sortie doucement par la porte latérale, un jeu de clés dorées à la main. Elle n'est pas bloquée, Julien. Elle a simplement été changée. Un silence de mort s'est installé, seulement troublé par le cri d'un goéland au-dessus de nous. Changée? Mais pourquoi? A demandé Audrey, son visage se décomposant. Parce que ceci est ma maison, ai-je déclaré d'une voix calme posée. Je suis l'unique propriétaire. Vous n'êtes pas ici chez vous. Vous êtes ici en tant qu'invité, et uniquement si j'en décide ainsi. Julien a perdu tout semblant de politesse. Tu es folle. On a résilié notre bail. On a tout misé sur ce projet. Tu ne peux pas nous mettre à la rue avec un bébé qui arrive. C'est curieux, ai-je répondu en le fixant droit dans les yeux. Je me souviens d'une nuit de tempête où quelqu'un m'a dit de dormir dans ma voiture car il était trop occupé. Vous avez la force de votre jeunesse, vous trouverez une solution. Le spectacle de leur départ, avec le camion de déménagement faisant demi-tour, restera gravé comme le moment où j'ai enfin récupéré mon âme. Ils ont dû louer un petit appartement en urgence, loin du standing auquel ils aspiraient. Le silence qui a suivi pendant plusieurs mois a été mon plus beau cadeau de crémaillère. Puis, le petit aîné. Un magnifique garçon. Je suis allée le voir à la maternité. Audrey a tenté une dernière approche, parlant de la chambre vide dans ma grande maison. J'ai simplement posé la copie du testament sur son lit. La maison lui appartient déjà, ai-je dit doucement. Tant que je serai debout, personne ne décidera à ma place de qui franchit le seuil. Aujourd'hui, je vis au rythme des marées. Audrey vient parfois avec le petit, elle frappe désormais à la porte et attend que je l'invite. Elle a appris que le respect n'est pas une option. Julien, lui, ne vient plus, incapable de supporter ma victoire. Quant à moi, je m'endors chaque soir dans des draps de lin qui sentent le vent de mer, dans une demeure que personne ne pourra jamais m'enlever d'un simple appel téléphonique. J'ai changé les verrous, mais j'ai surtout changé le cours de mon histoire.